On va suivre. Bon, juste, nous sommes arrêtés sur le programme de diviseur de fréquence. Il est très simple, c'est-à-dire, vous pouvez l'exécuter, vous pouvez changer la valeur de la division pour avoir, c'est-à-dire la fréquence voulue. D'accord? Il est très simple, c'est-à-dire, vous pouvez essayer ça en utilisant le modèle SIM. On peut par exemple tester ça, le modèle SIM. Alors, bon, le diviseur de fréquence, c'est celui-là. Si je change, par exemple, au lieu de 6, c'est, par exemple, l'essentiel, essayer de mettre un nombre pair pour la division. Alors, par exemple, au lieu de 6, c'est 10. Alors, je compile mon programme. Alors, après compilation, bon. Alors, après compilation, l'entité c'est clock div. Je cherche là où il y a clock div. Voilà. Je lance la simulation. Cliquez 2 fois. Alors, wave. Alors, si je force ce signal d'entrée, CLK1, à une horloge, clock, je laisse les valeurs par défaut, par exemple la période de 100. OK. Et je simule. On voit bien là que je dois voir que la période de mon signal de sortie, voilà, égale 10 fois la période d'entrée. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. C'est-à-dire entre ce point et ce point, c'est la période qui égale 10 périodes du signal d'entrée. Un diviseur de fréquence. Alors, un autre une autre partie très importante dans les circuits FPGA, c'est les mémoires. Et pour cela, on distingue deux types, c'est les RAM et les ROM. Généralement, en VHDL, pour utiliser la RAM, il suffit de déclarer array. Array, c'est tableau qui va être compris par et compilé par le logiciel, n'importe quel logiciel VHDL, par une mémoire, soit RAM, soit ROM. Par exemple, type ROM, type is array 0 à 3, il va de std logic vector set down to 0, il va définir 4 données de 1 octet. Array 0 to 3. C'est-à-dire, il existe 4 données. Chaque donnée est de taille de 8 bits. 8 bits veut dire 1 octet. On peut aussi, pour la simulation, par exemple, pour lire la donnée d'une ROM, par exemple, data out, reçoit ROM to integer unsigned address. Toujours utiliser
cette structure pour convertir l'adresse avec non signée, puisqu'on ne trouve pas une adresse négative, puis tout integer en entier, puisque généralement c'est des adresses 128, 264, ainsi de suite. On peut ajouter after 5 nanosecondes pour, c'est-à-dire modéliser le temps de propagation. Il est juste utilisé pour l'assimilation. Si on veut modéliser ça, c'est-à-dire le comportement réel de la lecture d'une ROM, généralement, after veut dire que le data out reçoit la valeur qui existe dans la ROM après 5 nanosecondes. Et généralement, le temps de propagation des différents blocs, c'est de l'ordre de quelques nanosecondes. Alors, on peut, par exemple, pour une ROM, on peut définir, puisque la ROM c'est Read Only Memory, c'est-à-dire c'est une mémoire à lecture seule, c'est-à-dire je ne peux pas modifier les données tout simplement. Alors, elle est définie par constante ROM type 0, c'est-à-dire la première valeur, elle reçoit la valeur, cette valeur, la deuxième case mémoire c'est cette valeur, la troisième et la quatrième. Alors, c'est une mémoire de 4 données, chaque donnée de 1 octet. Généralement, l'index, il est entier. Alors, la lecture, toujours, c'est non signé to integer, tout simplement. Alors, un exemple de mémoire ROM. Alors, je dois avoir l'adresse. Là, c'est une adresse de 7 bits. C'est une adresse que lecture tout simplement. ROM clock, une horloge et ROM data out. Alors, c'est la sortie, c'est-à-dire c'est le bus d'adresse et le bus de données, une horloge. Bon, la taille des données de cette mémoire, c'est de 1 octet, de 7 down to 0, c'est-à-dire c'est 8. Alors, l'architecture, c'est-à-dire l'entité, elle comprend ROM adresse selon la taille de 0 à 6, c'est-à-dire je peux avoir jusqu'à 128 valeurs, c'est-à-dire de 6 bits à 0, plutôt 7 bits à 0 jusqu'à 7 bits à 1. 7 bits à 1, c'est 127 plus l'élément 0, c'est 128 éléments. Alors, c'est une mémoire de 128 données, et chaque donnée de 1 octet. Architecture, toujours type ROM, array is 0 to 127, puisqu'il s'agit de 128, of std logic vector set down to 0, c'est-à-dire 1 octet. Signal ROM, c'est là que je dois mettre, c'est-à-dire les valeurs des différentes cases mémoire, tout simplement. Alors, je commence par begin, process ROM clock, c'est c'est-à-dire mémoire séquentielle, c'est-à-dire mémoire avec une horloge. Begin, s'il y a un franc montant, rising edge, ou je peux mettre if CLK égale à 1, CLK event. ROM data, out, la sortie, reçoit quoi? ROM to integer unsigned ROM address, tout simplement. C'est-à-dire, si je mets ROM address égale à 0, je trouve que la valeur égale 55. Si par exemple ROM address égale à 5, alors c'est l'adresse 0, 1, 2, 3, 4, 5. Je trouve la valeur 0, 0, ainsi de suite. Il est très simple. C'est-à-dire, on peut le tester avec le modèle SIM ou avec le Vivado. Voilà, c'est
les RAM. Est-ce que c'est clair? C'est bon pour... c'est la RAM. C'est-à-dire read only memo, c'est-à-dire on ne peut pas écrire, on peut que lire, c'est-à-dire on doit lui fournir l'adresse, il va nous donner la valeur qui se trouve dans cette adresse. C'est très simple. Alors, on peut voir aussi le schéma RTL qu'on peut trouver directement, voilà. Il va utiliser un bloc RTL RAM et chaque bit, il va être enregistré en utilisant une bascule, tout simplement. Puisqu'il s'agit des entrées, c'est-à-dire des données de 8 bits, on trouve un registre de 8 bits, tout simplement, pour la mémorisation. C'est très simple. Dans la synthèse, c'est-à-dire qu'il va exploiter, utiliser les ressources de l'article 7 qu'on va utiliser de Nexus4, de la carte Nexus4, alors il va utiliser généralement des LUT. C'est Lookup Table pour générer des fonctions, c'est-à-dire en utilisant c'est la même méthode que nous avons utilisée dans la série numéro 2 normalement, c'est-à-dire comment utiliser PROM pour sauvegarder des données. C'est le même principe, c'est-à-dire c'est le même principe. Pour la RAM, par exemple, on veut utiliser une RAM, c'est-à-dire implémenter une RAM simple. Bon, pour les RAM, il existe des RAM, ce qu'on appelle simple et simple port et double port. On va parler par la suite quelle est la différence. Alors, par exemple, une RAM à 128 données, c'est-à-dire 128 octets, puisque un octet c'est 8 bits. Voilà, le programme est le suivant. Voilà. Voilà, l'architecture, elle est simple. Pardon. C'est-à-dire, je dois déclarer l'horloge, l'ordre d'écriture, puisque maintenant, la RAM, elle est différente du ROM, puisqu'il s'agit d'une opération de soit lecture, soit opération d'écriture. Alors, j'ai RAM adresse, l'adresse de la RAM, l'ordre d'écriture ou de lecture, c'est-à-dire ce qu'on appelle read write par, s'il y a 0 c'est write, il y a 1 c'est pour la lecture tout simplement, c'est un bit. L'horloge, la commande de lecture ou écriture, l'adresse et la donnée que je veux écrire. Par exemple, c'est-à-dire le fonctionnement de la RAM est la suivante. Si j'utilise que la lecture, alors je dois mettre à 1 ce bit et mentionner l'adresse que je veux lire là. Je vais avoir, c'est-à-dire la valeur qui se trouve dans l'adresse indiquée par cette entrée. Par contre, si je veux écrire dans une adresse bien déterminée, alors premièrement, je dois préciser l'adresse, mettre à 0 ce bit, c'est-à-dire ordre d'écriture. La donnée que je veux écrire, je dois la mettre là. C'est ça, c'est-à-dire le fonctionnement de la RAM. Elle est très simple, c'est-à-dire il y a lecture et écriture. Pour le moment, c'est pas la peine de voir ça. On voit que ces entrées et cette sortie tout simplement. Alors, une sortie de 8 bits, une horloge,
un ordre d'écriture ou de lecture, une entrée de 7 bits de l'adresse pour la sélection de l'adresse et une entrée de 8 bits pour s'il s'agit d'une commande d'écriture. D'accord? Alors, pour l'architecture, elle est très simple. Voilà. Signal. Je peux l'initialiser comme la RAM. Je peux l'initialiser. Alors, après l'initialisation, alors, process RAM clock. Chaque fois montant d'horloge, je teste s'il y a un ordre d'écriture. Alors, s'il y a un ordre d'écriture, RAM write égale à 1. Alors, RAM integer, je vais mettre ce qui existe à l'entrée RAM data in dans l'adresse RAM adresse, tout simplement. C'est l'écriture. Sinon, je fais rien. À la fin du process, la sortie RAM data out, toujours c'est, elle va faire, c'est-à-dire elle va prendre la valeur de l'adresse qui est mentionnée par RAM adresse, soit en lecture, soit en écriture, tout simplement. Il est très simple, le programme d'une RAM. C'est-à-dire, par rapport au programme de la RAM, on n'a pas cette instruction d'écriture. Toujours c'est, if c'est chaque clock, je vais RAM data out égale ROM data out égale ROM to integer unsigned ROM address. Il n'y a pas une écriture, c'est-à-dire dans la RAM. Bon. Alors, c'est-à-dire le schéma RTL est le suivant. Le schéma de synthèse, il va utiliser les ressources de notre circuit FPGA. Alors, pour notre circuit FPGA, il va utiliser déjà des blocs qui existent déjà sur le circuit FPGA. C'est des blocs RAM 64. Il va utiliser 2 RAM 64 plus un multiplexeur. Puisque c'est des RAM chacun de 64 octets, il va l'associer pour réaliser une RAM de 128, de 0 à 127. Bien sûr, avec plusieurs d'autres circuits, c'est-à-dire de sélection d'adresses, c'est du LUT généralement. L'essentiel, c'est-à-dire, il va directement, lorsqu'il s'agit d'une RAM, c'est-à-dire un programme VHDL qui écrit de façon à réaliser une RAM, il va utiliser les ressources que possède le circuit FPGA. Il existe un autre type de RAM qui s'appelle le Dial RAM. Alors, pour le simple RAM, elle est la suivante, c'est-à-dire il ne possède que RAM adresse ou RAM data in, commande de lecture ou écriture et l'horloge. Par contre, la RAM à double port, c'est une RAM qui possède une RAM adresse de lecture et une RAM adresse d'écriture. C'est-à-dire, il sépare l'adresse d'écriture à l'adresse de lecture. Veut dire quoi? C'est-à-dire, on veut afficher, par exemple, la valeur qui se trouve dans l'adresse 23, là, par mentionner l'adresse là 23. C'est-à-dire j'écris dans la RAM adresse 23, c'est-à-dire il va m'afficher la valeur qui se trouve dans l'adresse 23. En même temps, si je commande par exemple l'écriture, je peux commander l'écriture d'une autre adresse, par exemple 20.
Alors, je dois mettre à 1 la commande d'écriture et je mentionne là l'adresse 20 et la valeur que je veux écrire dans l'adresse 20. D'accord? Alors, pour cela, on doit utiliser ce qu'on appelle, c'est-à-dire je peux faire en même temps lire, afficher, c'est-à-dire une adresse, afficher, c'est-à-dire la valeur d'une adresse qui est différente à celle que je suis en train d'écrire, tout simplement. C'est ça ce qu'on appelle dir RAM. Elle est très simple, c'est-à-dire même au niveau du programme, elle est très simple. Voilà. C'est-à-dire, pour la lecture, j'utilise RAM adresse read, RD veut dire read. Pour l'écriture, ce qui se trouve à l'entrée RAM data in, il sera écrit dans RAM address write. Il est très simple. Alors, je vous conseille de copier-coller ces programmes et les tester directement avec ModelSim. Essayez de changer les valeurs et voir, par exemple, un process d'écriture directement. Par exemple, vous forcez le bit d'écriture qui est RAM write à 1. Essayez de positionner RAM adresse à une adresse bien déterminée, écrire, puis essayez de lire dans, c'est-à-dire le prochain clock ou le prochain franc montant, est-ce que la valeur a été changée ou non. Elle est très simple à tester. Alors, comme vous voyez là, c'est le schéma RTL de DRAM. D'accord? Alors, c'est un bloc RAM à double port. C'est pour ça qu'on parle dual. Dual veut dire double. C'est-à-dire, il existe deux adresses, une pour la lecture et l'autre pour l'écriture. Pour la synthèse, il va utiliser ce qu'on appelle la RAM 18E1. C'est une RAM de 128. Généralement, elle possède des adresses de 0 à 13, c'est-à-dire 14 bits d'adresse, mais il va utiliser que les adresses... pardon, là, c'est une RAM double. Hein. C'est une RAM double, voilà, qui va l'utiliser. C'est-à-dire il va utiliser que une partie de cette RAM. C'est-à-dire c'est des blocs qui existent déjà dans... Vous pouvez écrire RAM... Vous pouvez écrire RAM B1, B18E1. Vous allez documenter sur la structure de cette RAM. Là, au niveau de la taille et l'écriture, ainsi que le temps de propagation de cette RAM. Voilà. C'est le programme VHDL. Alors, s'il s'agit d'une écriture, alors j'écris la donnée qui existe dans RAM data in à l'adresse RAM address write. S'il s'agit d'une, l'écriture ce n'est pas une écriture, alors c'est une lecture. Alors je vais afficher à out ce qui se trouve dans RAM address read. Un autre formalisme qui est très utilisé pour la synthèse des circuits généralement séquentiels, c'est ce qu'on appelle les machines d'état fini. En anglais, c'est finite state machine. Finite state machine. Bon, c'est un concept très simple pour modéliser n'importe quel circuit séquentiel. Alors, par exemple, pour cela, il existe deux types de machines. Il y a ce qu'on appelle la machine de Moore
qui, voilà son schéma, la machine de Moore. C'est-à-dire, il y a des entrées, il y a des sorties. Il y a ce qu'on appelle le registre d'état. C'est un ensemble de bascules qui va définir l'état. Cet état, elle est définie en utilisant une logique d'état, un bloc logique, c'est-à-dire ces deux blocs, ce bloc-là et ce bloc-là, c'est des blocs combinatoires. Ce bloc, il a comme entrée, c'est les entrées, et l'état, c'est-à-dire c'est l'état actuel. La sortie, elle est fonction de l'état, tout simplement. La sortie, elle est fonction de registre d'état, c'est-à-dire elle est fonction de l'état. Il s'agit de la machine de Moore. C'est-à-dire, si par exemple je suis à l'état 4, alors la sortie, elle dépend de l'état 4. C'est une machine qui s'appelle synchrone, c'est-à-dire elle dépend, puisque le changement de l'état, elle se fait pas sur le front de l'horloge. Alors la même chose, la sortie, elle se fait sur le front de l'horloge, c'est-à-dire sur le changement d'état. Bon, voilà, on va un peu accélérer, puisque le temps, il ne reste que 10 minutes. Alors, la machine de Moore, il existe une autre machine, c'est de Mealy. La machine de Mealy. C'est ça, c'est la machine de Mealy. La machine de Mealy, ce qui est ajouté, c'est que la sortie, elle dépend de la même chose, de l'état, mais aussi, elle dépend de l'entrée. C'est-à-dire, la sortie, elle peut changer sur le changement d'entrée. C'est-à-dire, elle ne va pas attendre le changement d'état. C'est-à-dire, il ne va pas attendre le front montant, tout simplement. C'est une machine qui s'appelle asynchrone. Alors, pour définir, par exemple, pour la machine de Moore, on peut définir, voilà, pour détecter, par exemple, alors, détection de la séquence 1, 1, 0 comme entrée. Alors, je suis à l'état 0. Si je dois détecter le 1, 1, 0 pour faire passer une sortie à 1, par exemple. Alors, l'état, elle est mentionnée par S et un indice, et la sortie, c'est là, comme à l'état S0, la sortie égale à 0, à S2, 0, à S3, 0, c'est-à-dire à l'état S4, c'est à 1. Par exemple, si je détecte un 1, je passe à l'état S2. Si je détecte un deuxième 1, je passe à l'état S3. Si je détecte le 1, 0, alors j'ai détecté la séquence 1, 1, 0. Je passe à l'état S4 et je mets à 1 la sortie tout simplement. Et les autres arcs, c'est par exemple, je suis à l'état 0 et je détecte un 0. Je reste toujours à l'état 0, c'est-à-dire pour attendre l'état 1, l'entrée 1 plutôt, l'entrée 1. Alors, si je suis à l'état 2, c'est-à-dire j'ai reçu un 1, mais par la suite j'ai reçu un 0. Alors, je passe à l'état 0 pour attendre le premier 1, tout simplement. Il est très simple. Alors, la même chose, je suis à l'état S3 et je reçois un deuxième 1, c'est comme si toujours j'ai reçu que, je le considère comme un deuxième 1. Un troisième 1, c'est-à-dire c'est, puisque la séquence c'est 1, 1, 0. Alors, je reste dans cet état pour attendre le 0 pour passer à l'état S4. Si je suis à l'état S4 et je reçois par exemple un 0, je passe à l'état 0. Par contre, si je suis à cet état et je reçois un 1, je vais attendre le deuxième 1, tout simplement. Maintenant, il y a c'est-à-dire une translation de ce schéma de ce qu'on appelle ce graphe à celui-là, elle est Moore. Bon, pardon. Cette machine, c'est-à-dire ce graphe d'état, il est destiné pour la détection de séquences de la machine en utilisant Moore, puisqu'on voit bien là que la sortie, elle dépend que de l'état. Bon, le schéma équivalent pour Mealy, c'est ça. C'est celui-là. Alors, si je détecte, je dois mettre la sortie sur les arcs, tout simplement. Alors, si je suis à l'état S0, alors je passe à l'état S1, je passe à l'état S2. Si par exemple je détecte un 0, alors je reste toujours à l'état 0. Si je détecte un 1, je passe à l'état
S1, mais toujours la sortie égale à 0. Alors, si je détecte un 1, toujours la sortie elle est 0. Par contre, si je détecte un 0, alors, voilà, je passe à l'état S0, mais je dois mettre la sortie à 1. C'est ce qu'on appelle la machine de Mealy. On peut par exemple utiliser un compteur des compteurs. Voilà. C'est par exemple, c'est le up, down. C'est le up égal à 1. C'est je compte, j'incrémente. C'est par exemple le up égal à 0, c'est je décrémente, tout simplement. Incrémenter, décrémenter. C'est-à-dire, c'est la meilleure façon de modéliser un compteur en utilisant ce qu'on appelle le graphe d'état. On peut voir aussi, bon voilà le programme VHDL qu'on peut trouver pour réaliser un compteur des compteurs. Vous pouvez le tester. On peut aussi utiliser ces graphes d'état pour réaliser beaucoup de choses. Mais avant tout ça, j'ai une application que je vais vous montrer, puisqu'il ne reste pas beaucoup de temps. Alors, c'est ce qu'on appelle, je veux implémenter sur cette carte une clé, ce qu'on appelle une serrure automatique avec un code. Alors pour cela, je simule le code, c'est-à-dire les touches 1, 2, 3, 4, plus un reset. Le code que j'ai programmé, c'est le code 1411. Une fois le code juste est cisé, je vais allumer une LED. La LED reste allumée jusqu'à l'appui sur un bouton. Alors, je vais vous montrer. C'est-à-dire réellement le programme est le suivant, c'est-à-dire le graphe, c'est-à-dire si j'appuie sur le bouton 1, je relâche, j'appuie sur le bouton 1 une autre fois, je relâche, j'appuie sur le bouton 4, je relâche, et ainsi de suite, je vais avoir, c'est-à-dire ce graphe. Le programme utilisé pour c'est un peu lent puisqu'on va réserver toute une séance pour vous expliquer, puisqu'il s'agit de comprendre premièrement ce qu'on appelle le rebondissement, puisque par exemple un appui sur un bouton, réellement il va générer plusieurs impulsions, c'est-à-dire qu'il va erroner mon programme. Il faut utiliser ce qu'on appelle un filtrage. Alors pour cela, il existe des filtres. Pour le filtrage, généralement, soit on utilise des filtres RC, soit j'utilise, c'est-à-dire un circuit numérique. Comme on utilise nous, c'est-à-dire des circuits FPGA, généralement, on va utiliser ce circuit qui va filtrer, c'est-à-dire ce qu'on appelle les rebondissements.